Bien, nous allons commencer maintenant une séance autour de la diagonale des conflits o las diagonales del conflicto. C'est un choix de consommateur. La diagonale des conflits, c'est l'un des ouvrages que Étienne a laissé sous presse et qui est paru après son décès pour la version française, parce que la version espagnole, publiée en Argentine, sous la direction de Eduardo Rinesi, Julias Mola et Leonardo Eif, qui n'est pas parmi nous, était déjà paru quelques mois auparavant. Nous avons eu donc cette tâche à plusieurs, mais de finir ce volume qui contient une vingtaine d'articles, de contributions de gens réunis autour d'un projet ECOS que Eduardo Rinesi et Étienne Tassin ont dirigé pour la partie argentine et pour la partie française quelques années auparavant. Et donc c'est le résultat d'une belle aventure. Je ne dirai pas grand-chose parce qu'on a décidé de laisser le temps de parole à Eduardo. Je pourrais dire les titres des contributions. Valentine, quand les immigrés inventent une citoyenneté en Argentine. Julias Mola, Parole sur la place publique, actions et discours dans la post-dictature argentine. Claudia Girola, et pourtant les personnes sans abri sont toujours là. Martin Lebovici, que manifeste la violence. Lucas Martin, le tournant judiciaire de la politique et l'espace public en Argentine. Numa Murar, qui est le seul élève indiscipliné dans le creux des récits de la pauvreté, la bête endormie. Et Eduardo Rinesi, La démocratie contre la République, avec un point d'interrogation. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas aujourd'hui autour de nous. Je pense à Pauline Bernardo, Cristina Cravino, Leonardo Eif, Marina Farinetti, Ever Ostrowiecki, Charlotte Perrault-Dessau, Alexandre Pietre, Ariana Reano, Gabriel Vomaro et Nuria Jakowski pour la liste complète des noms. Voilà, c'était une belle aventure. Peut-être j'aurais envie de dire que dans ce livre, à entendre les 2 journées quasiment qui se sont écoulées, celle d'hier et une bonne partie de celle d'aujourd'hui, peut-être ce livre est porte aussi en lui, contient beaucoup de discussions que nous avons eues. Je ne sais pas, par exemple, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est une œuvre qui a été le produit d'une longue action et qui nous a donné beaucoup de travail. Donc je ne sais pas comment me départager dans toutes ces distinctions, mais on peut penser aussi au cosmopolitisme tel que Étienne l'entendait. On pourrait dire par exemple que nous produisons un monde dans le monde, toutefois que nous agissons ensemble parce que le monde nous préoccupe. Et le monde qui nous souciait pendant ces années de travail ensemble était celui de la démocratie, de nos démocraties contemporaines, telles que nous les vivons ou nous les vivions, telles que nous en faisons l'expérience. Mais en rentrant collectivement dans cette expérience, nous avons rentré en conflit, en fait. Et c'est le conflit qui est l'objet de la réflexion. Nous sommes rentrés en conflit parce que les uns étaient philosophes et les autres sociologues ou anthropologues ou je ne sais pas quoi, parce que les uns parlaient espagnol et les autres français, parce que certains étaient bilingues et d'autres ne l'étaient pas. Je pense évidemment à tous ces conflits extraordinaires et qui ont donné notamment lieu à une partie coordonnée par Michel Leclerc-Olive, qui est une partie de cet ouvrage que j'aime particulièrement et que nous avons appelé Vocabulaire transatlantique des tumultes,
et où nous avons réuni des pairs, des binationaux, pour en fait essayer de partager ou de réfléchir à partir de tous les malentendus, de toutes les incompréhensions qui nous ont habités pendant ces 3 années de travail ensemble. Parce que les uns disaient jacobino, et il y en avait les autres qui comprenaient jacobin, et évidemment jacobino en Argentine n'a rien à voir, c'est une position tranchante quoi, de la politique, ça n'a rien à voir avec ce que nous entendons en France par jacobin. Pareil pour République et Repubblica, ou pour des mots qui n'ont pas d'équivalent, comme acto politico, par exemple, qui n'est pas pareil que meeting. Bon, tout un tas de contresens, des malentendus, des mésententes, on pourrait dire, et qui ont donné lieu à ce vocabulaire fait de constellations et de travail comme ça, de rencontres et de réflexions. Voilà, donc je passe la parole sans plus à Eduardo Rinesi, que je présente quand même, professeur de philosophie à l'Universidad Nacional de General Sarmiento, auteur d'une œuvre très importante où la question de la traduction prend justement une place primordiale, et notamment autour de tragédie et politique, qui est peut-être, si je n'abuse pas, Eduardo, le centre de tes réflexions, les liens entre tragédie et politique, notamment à partir de Hamlet et de l'œuvre de Shakespeare. Voilà, merci Eduardo d'être venu pour présenter ce livre aujourd'hui. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. Je vais essayer de lire quelques pages sur la citoyenneté et sur l'exclusion à propos de la diagonale des conflits. Entre 2017 et 2018, ont été publiés en espagnol et en français les résultats d'un ensemble d'échanges et d'un travail de recherche en commun que nous avions développé depuis plusieurs années en Argentine et en France, entre les équipes qu'Étienne Tassin et Denis Merklen coordonnaient ici et que j'avais le plaisir de coordonner là-bas avec mon amie Julia Emolle. Je ne me propose pas de présenter ces travaux qui réunissent une vingtaine de contributions sur la question du conflit ou des conflits dans la vie sociale et politique de nos deux pays et qui contiennent par ailleurs des réflexions sur les possibilités de traduction, non seulement des langues, mais aussi des traditions théoriques et des stratégies conceptuelles entre eux. Dans cet hommage à notre ami Étienne, j'aimerais plutôt dire quelques mots à propos de sa contribution à ces deux volumes. Bon, un volume, mais c'est deux. Ainsi que sur la matière dont ses préoccupations théoriques pendant ces dernières années, qui se sont exprimées dans son livre contemporain à nos recherches, Les maléfices de la vie à plusieurs, déjà cité ici à plusieurs reprises, ont inspiré l'ensemble des travaux qui intègrent ces deux publications. En août de l'année passée, grâce à l'invitation des organisatrices des journées Hannah Arendt qui ont lieu chaque 2 ans au Cône Sud de l'Amérique latine et auxquelles Étienne a participé quelquefois, j'ai eu l'occasion de commenter ce livre précieux d'Étienne, dont le titre cite, comme il a déjà été commenté ici, une formule remarquable de Merleau-Ponty, et dont le thème est l'intérêt des instruments conceptuels que nous propose la tragédie pour aborder les problèmes de la politique. Il y a 3 raisons, me semble-t-il, qui expliquent pourquoi la tragédie nous permet de penser ces problèmes. En premier lieu, la tragédie traite un sujet qui est, comme Étienne le signalait sans relâche, un élément fondamental de la politique, le conflit. En deuxième lieu, la tragédie est une réflexion sur l'incurable précarité de nos vies. Je me rappelle d'avoir discuté un jour avec Étienne sur la fin que Sartre donne à sa version de Troyenne d'Euripide, et je lui dois l'indication d'un magnifique texte de Nicole Leroux sur ce sujet, avec le dieu Poséidon qui tempête son furieux « Vous en crèverez tous ».
Cette menace, je voudrais dire, condense l'essentiel de l'idée de la tragédie. En troisième lieu, la tragédie présente la situation d'un sujet ou d'un ensemble de sujets qui agissent au milieu des autres et qui doivent assumer les conséquences de leur action, même quand les sens et les effets de celles-ci leur échappent. La tragédie, en effet, nous présente de la manière la plus extrême une situation à laquelle nous sommes toujours exposés quand nous vivons au milieu des autres. La situation, dit Étienne, dans laquelle nous sommes privés du sens de nos choix et de nos actions. Max Weber l'appelait le paradoxe de conséquence et il avait compris, écrit Étienne, sa dimension tragique. Parce que non seulement la tragédie nous montre que quand nous cherchons le bien, nous pouvons et nous avons tendance à tendre le mal, ou plus généralement, qu'en cherchant une chose, nous pouvons et nous avons tendance à attendre une autre, mais aussi que c'est de ces résultats objectifs de nos actions, et non pas des intentions qui les animaient, que nous sommes redevables. C'est exactement ça, comme nous disait hier Pascal Devette, ce que Étienne appelait les maléfices de la vie à plusieurs, idée avec laquelle il propose de combattre la régression actuelle de la pensée politique qui s'exprime, dit-il, dans les débats autour des formes de la bonne gouvernance et voudrait croire que la vie à plusieurs n'est exposée aux malentendus, aux paradoxes et aux échecs que comme une conséquence accidentelle du manque d'une bonne organisation. Contre cet optimisme candide, qui au fond est l'optimisme effrayant de la pensée qui croit qu'il peut y avoir une sorte de solution finale pour les problèmes des humains, Tassin nous invite à assumer les apories de l'action politique en compagnie de la pensée des Grecs. Peut-être les moments les moins réussis du texte d'Étienne sont ceux où son argumentation cède à la tentation du geste dichotomisant qui le mène à opposer la puissance au pouvoir, la politique à la police, la dissidence à l'ordre, la société au gouvernement, l'événement à l'histoire, la liberté à la nécessité, la compréhension à l'explication, toujours pour mettre en valeur les premiers termes de ces pères et dénoncer la vocation de pouvoir instituer à étouffer la potentialité instituante de l'action des citoyens, ainsi que la prétention de certaines zones de la théorie de confondre la politique avec cette vocation. Nous assistons à une synthèse de cette position quand, au milieu du livre, nous lisons, je cite, « Soit un gouvernement s'institue et l'esprit d'insurrection est perdu, soit celle-ci aspire à être révolutionnaire et son avenir d'institution est annulé. » Phrase qui ne peut récapituler la pensée subtile d'Étienne Tassin et qui, en effet, ne le fait pas. Parce que tout de suite, il nous présente cette autre phrase. Je cite encore. « Mais la révolution ne se réalise qu'en se compromettant, en se trahissant. Peut-on échapper à cette contradiction ?» Il me semble possible de soutenir que la première moitié du livre d'Étienne est orientée par une vocation didactique qui l'amène à souligner, même jusqu'à l'excès, ces dichotomies que je viens de mentionner, et que la deuxième moitié se charge de les perturber, de montrer que les choses sont toujours plus intéressantes que ce que ces dualités laissent entendre. C'est de cet intérêt que rend compte l'argumentation qu'Étienne développe dans les derniers chapitres de son livre, sensiblement inspiré par la pensée de Machiavel et les lectures de son héritage proposées par Merleau-Ponty et Lefort. Dans son interprétation du phénomène contemporain des insurrections de jeunesse en Espagne, en Tunis, en Égypte et en Yémen, Tassin s'inspire de la lecture lefortienne du souci de Machiavel pour la formation des jeunes républicains de Florence. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer que la révolte des jeunes pose le problème de toute politique, comment est-ce que l'insurrection s'institue, comment est-ce que l'institution se soulève, mais aussi que le problème de la révolution est la formation de la jeunesse. C'est d'elle que dépend l'insurrection, qui ne s'épuise pas dans une simple révolte, mais qui se cristallise en institution qui parvient à fonder un nouvel ordre. Nous sommes là au cœur du paradoxe que traverse le livre entier d'Étienne Tassin. L'institution n'est pas le contraire de la révolution.
Et ce qu'il faut penser est la manière dont l'institution peut préserver dans la durée les possibilités de la démocratie dans sa dimension insurgente. La possibilité même de la vie politique, conclut Tassin, est celle de pouvoir élever la puissance à la voix destituante et instituante du peuple contre la domination des pouvoirs, celle de pouvoir habiter l'institution dans l'esprit de l'insurrection. Toute l'argumentation de Tassin est une invitation à assumer une responsabilité envers la cause des vaincus, des battus, des déchets qui échappent à la dialectique de l'histoire. Étienne cite ici les minima moralia d'Adorno. Des restes, de ce qui est resté, dit-il à côté du chemin. Chemin. Déchets, dons et restes. Le premier de ces deux mots mérite d'être lu en espagnol. Un desecho, déchet, est quelque chose ou quelqu'un qui a été deshecho, défait, expurgé d'une partie de lui-même, comme le juif Shylock dans Le Marchand de Venise, comme condition pour être accepté par les autres, par la société. L'autre mot, reste, fait allusion à ce qui a été vaincu, derrotado, abandonné, dit Étienne, sur le bord de la route, dérouté, mais aussi à ceux qui se résistent à rester là où ceux qui l'ont vaincu les voudraient oublier à jamais. Le reste, c'est donc ce qui résiste et qui revient, comme Derrida nous l'a montré à propos d'une autre pièce de Shakespeare, Hamlet, qui nous permet de penser la logique de la spectralité, ça veut dire du reste, comme logique même de la politique. En effet, Derrida a écrit que le spectre est celui qui, contraint à rester à sa place, à se reposer, à ne pas bouger, revient toujours dans le monde d'où il a été chassé avec un message qui exige une oreille attentive qui écoute. Écoute, écoute, oh, écoute, dit le spectre du vieux roi à son fils. Dans Hamlet, tout se joue à travers le sein de Louis. Pour Étienne, en revanche, le problème est moins ce que l'on entend que ce que l'on voit. Et ces réflexions sont notoirement inspirées de la problématique merleau-pontienne du visible et l'invisible. Dans le chapitre consacré aux différentes formes d'invisibilisation des personnes et des groupes humains dans les conditions libérales de nos démocraties occidentales, nous lisons, je cite, « Il y a toujours un reste dans le visible, un reste des visibles. Quelle que soit la violence policière infligée aux sans-papiers et à l'arbitraire insupportable du sort que leur font subir les sociétés démocratiques en les condamnant à la clandestinité, en les enfermant dans des prisons ou en les expulsant de leur territoire, la dimension phénoménale de la politique démocratique laisse toujours des traces qui témoignent de l'injustice et de la souffrance subie. D'où une idée de la tâche intellectuelle comparable à celle proposée par Derrida. Ce dernier suggère de porter une oreille attentive aux voix spectrales de ceux qui ont écarté du chemin. Étienne propose d'avoir un œil prêt à saisir les traces des opérations d'invisibilité des perdants, les visibles de ces invisibles, les restes de ces restes. Je reprends l'expression d'un beau film de Patricio Guzmán, qu'une société injuste ne cesse de produire et de reproduire. C'est un esfuerzo sobrehumano. Dans un sens décisif, je dirais que c'est précisément le but de l'ensemble des contributions qui composent ce volume collectif de la Diagonale des conflits, qui, en vertu d'un étrange malentendu sur lequel il pourrait être intéressant de réfléchir plus longtemps, a été intitulé en espagnol « Las diagonales » au pluriel « del conflicto » au singulier, et en français « La diagonale » au singulier « des conflits » au pluriel. Bien sûr, il s'agit à la fois de réfléchir au nombre de directions qui pointent vers les différentes lignes qui émergent de la compréhension du conflit en tant que principe constitutif et noyau dur d'une théorie de la société et de la politique, et de réfléchir à la ligne qui peut unir les différents conflits
dans lesquels la pluralité constitutive de la vie de chaque société est exprimée dans un lieu et à un moment spécifique. Mais laissons le jeu de mots auquel nous nous sentons facilement invités et revenons à ce que je voulais dire ici, à savoir que le ton et les préoccupations de ce livre collectif, sans doute tributaires de l'inspiration qui a représenté pour chacun de nous le cheminement intellectuel d'Étienne Tassin, coïncident avec ce que nous avons vu que Étienne lui-même avait établi comme tâche de la vie intellectuelle dans le maléfice de la vie éplusière. La visibilisation des mécanismes d'invisibilisation des vaincus, des perdants, des parias de nos sociétés contemporaines. Ainsi, plusieurs des chapitres de ce livre traitent de la question de la pauvreté dans les sociétés françaises et argentines actuelles. Numa Müller se demande une fois encore comment penser la vie des quartiers populaires urbains et leur lutte quotidienne. Pauline Bernardo s'interroge sur la capacité de l'institution scolaire à intégrer les enfants d'immigrés pauvres. Cristina Caravino étudie la façon dont le temps des processus d'urbanisation garantissent aux uns et refusent aux autres l'exercice de ce qu'on a appelé le droit à la ville. Denis Merklin et Charlotte Perrault-Dessau montrent à quel point il est vrai que les bibliothèques des quartiers populaires des villes françaises font partie d'un espace public commun et sont traversées par toutes sortes de conflits. Cette même tension anime l'article de Claudia Girola qui étudie comment l'espace public est traversé par toutes sortes de mécanismes de différenciation ou ségrégation des personnes sans domicile fixe ou sans toit, mais aussi, en même temps, de quelle manière la pure résistance simple et pacifique d'être là, d'être installé, d'occuper la place de ces personnes si démunies, génère entre elles et le reste des voisins de la ville un espace commun de communication et de rencontre. Bien entendu, la résistance des parias ne revêt pas toujours cette forme si pacifique ou si calme. Et le livre examine différentes formes de manifestation des sujets sociaux subordonnés dans l'espace public de nos sociétés. À cet égard, le mot même de manifestation a, dans les deux langues, une ambivalence ou une polysémie qui fait l'objet d'une réflexion intéressante par Étienne et Julia Smola dans le glossaire bilingue qui compose la deuxième partie du livre coordonné par Michel Leclerc-Olive. Nous l'utilisons ici pour faire référence à un ensemble de phénomènes étudiés dans le chapitre de Marina Farinetti et Gabriel Vomaro sous la forme des éclats ou d'explosions, estallidos, qui à plusieurs reprises ont manifesté la volonté de participation politique populaire à la vie publique argentine de ces 3 dernières décennies, ou encore au chapitre de Valentine de Boisriou, qui étudie comment la mobilisation dans l'espace public des sans-papiers, que la fragilité même de leur situation pourrait plutôt inciter au secret ou au moins à la prudence, et ce qui leur permet, en France comme en Argentine, de se construire une citoyenneté. Bien sûr, ces actions ne sont pas toujours pacifiques, d'où l'importance d'une réflexion sur la question de la violence et de sa légitimité telle que proposée par Martine Lebovici dans son propre travail. Parler de la résistance, de la manifestation, de l'action des parias de nos sociétés nous amène à la question ancienne et toujours renouvelée du peuple, de sa conformation, du processus jamais linéaire, toujours équivoque, de sa constitution en tant que sujet collectif. Le sujet occupe une autre des entrées du glossaire bilingue de la fin, de Marina Farinetti et Alexandre Pietre, où les mots pueblo et peuple sont mis en dialogue avec 2 autres figures qui ont largement occupé divers domaines de la philosophie sociale depuis le siècle XIX à XXI, à droite et à gauche, les mots multitude et foule. À cet égard, ce problème du démon et celui du gouvernement du démon, la démocratie, mot maudit des langues politiques occidentales depuis 25 siècles, sont articulés dans la discussion contemporaine, d'un côté, avec la question de la République, de l'espace public, des institutions publiques, de sa constitution et de son fonctionnement, et d'autre part, avec la discussion qui dure depuis un siècle et qui a connu une forte revitalisation en Amérique latine au cours des 2 dernières décennies sur la question du populisme.
Julia Smola, Ariana Reano, Nuria Japkowski, Lucas Martin, Leonardo Eif et moi-même discutons de toutes ces questions. Considérons maintenant donc l'intéressante contribution d'Étienne Tassin à ce volume collectif où nous rencontrons plusieurs de ces questions évoquées jusqu'ici. Dans la diagonale de conflit, Étienne se refuse à accepter les formes les plus conventionnelles de la séparation entre le politique et le social, mais sans abandonner l'intérêt de maintenir cette distinction qu'il propose de défendre suivant la forme dont l'a fait en son temps Hannah Arendt. Étienne récuse aussi bien la prétention selon laquelle le social serait le lieu de l'inégalité et la servitude et la violence, et le politique, celui de l'égalité, la liberté et le respect, un ensemble de règles de jeu qui tiennent cette violence sous contrôle, comme la prétention complémentaire à l'intérieur que la politique soit réduite à la gestion de l'appareil de l'État qui, pour assurer la paix sociale, doit exercer le monopole de la violence reconnu comme légitime. La forme arendtienne de cette même distinction prévient, d'un côté, la confusion de la politique avec les forces sociales qui pourraient vouloir la mettre à leur service, et de l'autre côté, la réduction du politique aux affaires de l'État. Dans ce sens, la distinction arendtienne permet de mettre en question en même temps la violence des rapports sociaux et celle de l'État. Pour Étienne Tassin, la politique implique l'exercice de la citoyenneté dans un espace public d'action. Mais pour que cette expression, l'exercice de la citoyenneté, ait le sens fort qu'Étienne lui attribue, il faut nous écarter d'une représentation conventionnelle de la citoyenneté qui est un nom républicain libéral. Il faut nous écarter donc de la représentation républicaine libérale de la citoyenneté qui considère celle-ci, en termes de statut, comme un titre, comme un ensemble de droits et de devoirs devant l'État. Il nous faut une représentation alternative de la citoyenneté, considérée plutôt comme un agir ensemble avec les autres de façon collective et publique. Ce n'est donc pas que les citoyens réalisent des actions politiques, mais que des actions, lorsqu'elles sont politiques, naissent des citoyens. Ainsi, il est possible de dire qu'une action est politique lorsqu'elle peut être considérée comme un processus de titularisation civique ou, inversement, que la citoyenneté est un processus de gestation des sujets à travers l'action politique, c'est-à-dire d'un type spécifique d'action qui se déplie dans et qu'en même temps déplie elle-même en se réalisant, je cite, un espace public d'apparition, de manifestation d'un peuple agissant, fragile, instable, éphémère, labile, qui demande et qui s'efforce pour durer et pour traduire son effervescence dans des institutions démocratiques. Bien entendu, rien de tout cela est sans difficulté et sans conflit. Et ces conflits, qui sont les sujets du livre dont nous parlons, apparaissent avec la même fonction qu'Étienne attribue à l'espace public, celle de garantir une visibilité aux forces collectives qui cherchent à s'exprimer en lui et même protester en lui, contester en lui les pouvoirs établis, mais pas sans limiter en même temps aussi bien les modalités que peut prendre cette expression, cette manifestation ou cette protestation que les sujets accrédités pour la réaliser. C'est-à-dire, dans d'autres termes, que les formes instituées de la République sont en même temps les formes dans lesquelles la République habilite et ordonne la légitime expression de ces sujets et les formes par lesquelles elle exclut de cet espace légitime de manifestation certaines formes par lesquelles ces sujets pourraient vouloir faire entendre leur voix ou encore certains sujets inacceptables pour l'ordre que ces formes ont la mission de garantir. Sujets inacceptables donc, ou simplement des non-sujets, comme les appelle Étienne, qui ne sont que ces très divers parias dont nous parlions à l'instant et dont traitent plusieurs des textes qui composent la diagonale des conflits. Jeunes délinquants de banlieue, illégaux sans papiers, étrangers sans citoyenneté, restes et déchets de la République qui ne peut pas les contenir. C'est ici où la perspective dynamique sur la citoyenneté que présente Étienne acquiert tout son intérêt.
Parce que si cette exclusion de déterminés sujets ou non-sujets de l'espace publiquement légitimé, de la visibilité de leur apparition ou de ces manifestations, les condamnait d'une fois pour tout et pour toujours au statut de non-citoyen de cette République qui les margine et les tient à l'écart, alors une pensée sur la politique devrait abandonner aussi définitivement toute préoccupation pour eux. Mais s'il s'avère que la citoyenneté n'est pas un statut, mais un processus d'invention d'elle-même et de ses espaces de révélation et de ses propres modalités, alors une pensée sur la politique doit être attentive aux formes, même et surtout aux non prévus, aux non catalogués, comme écrit Étienne Tassin, par lesquels peut se produire cette apparition, cette irruption. Dans les formes d'action auto-organisées des habitants des bidonvilles étudiées dans l'ouvrage de Valentin de Boisroux, ou dans les formes de protestation quasi-insurrectionnelles que décrivent Marina Farinetti et Gabriel Vomaro, il n'y a pas une citoyenneté qui s'exprime après dans une action, mais des actions qui produisent une nouvelle grammaire, une nouvelle syntaxe et de nouveaux sujets politiques. De nouveaux sujets politiques qui réorganisent les visibles, suggère Étienne, bouleversant les normes établies de la visibilité. Les normes établies de la visibilité et aussi la division du travail universitaire lui-même, qui justifie l'organisation de nos savoirs sociologiques, des politistes et des philosophes. En ce sens, laissez-moi dire très rapidement que si d'un côté, l'argument d'Étienne discute de manière évidente avec le bien connu argument de Jacques Rancière, pour qui la politique est aussi le résultat de l'irruption de sans compte qui, en se produisant, bouleverse l'ordre du sensible et de nos représentations du sensible, les formes acceptées de l'organisation du monde et de nos savoirs sur le monde. De l'autre côté, je ne peux ne pas me rappeler l'argument qui, dans un sens proche de celle-ci, en nous obligeant à revoir les divisions du travail académique entre nos disciplines, développées Denis au début de ce siècle, quand il réfléchissait sur la forte et grande commotion de la vie publique argentine qui s'était produite peu de temps auparavant dans son livre « Pobres Ciudadanos ». Un titre qui m'a toujours paru très suggestif et que je crois veut dire quelque chose qu'Étienne accepterait sans doute de bon gré. Que les citoyens ne sont jamais des citoyens abstraits, égaux et sans détermination sociologique, et que les pauvres ne sont jamais les purs produits de leur pauvreté, parce qu'à partir de celle-ci, ils font des choses, ils agissent de manière ici convenue, ici novatrice, et en le faisant, renversent la table et nous obligent à penser à nouveau. J'ai dit irruption, j'ai dit bouleversement, j'ai dit commotion. La politique, pour Étienne Tassin, a plus à voir avec ce genre de secousses qu'avec les deux métaphores qu'on use habituellement pour la pensée, mais qui la simplifient beaucoup, celle de la guerre et celle de la discussion. L'argument d'Étienne Tassin conteste à la fois la théorie belliciste qui pense la politique comme une volonté d'éliminer l'ennemi. Il est évident que cette élimination rend vaine tout politique et qu'elle constitue sa propre négation, et la pragmatique communicationnelle, comme il l'appelle, qui présuppose l'accord que la politique vient plutôt à mettre en question. La politique est exactement le désarrangement des conditions dans lesquelles l'accord est possible, la discussion sur les termes dans lesquels on peut discuter, le désaccord sur la langue dans laquelle il est possible d'accorder quelque chose. Que cet accord peut s'exprimer et s'exprime souvent à travers des formes dans lesquelles certains degrés de violence sont présents est une évidence. Ce qui jette par terre la prétention de séparer selon cet axe le terrain du social et de celui du politique. Mais c'est également évident qu'il n'y a pas de politique si cette violence prend la place de toutes les possibilités d'autres formes de relations et de traitement du conflit dans lesquelles l'agonisme ne se traduise pas en destruction. Ce qui peut-être est une autre manière de dire ce que Julia disait hier, que chez Étienne, la tragédie n'est pas une ontologie, ni donc un destin, mais une phénoménologie.
une sorte de phénoménologie, quelque chose comme une phénoménologie. Je cite les expressions qui nous rappelait hier Christophe David. Une sorte de phénoménologie, donc, à partir duquel une pensée sur la politique se rende possible. Il me semble que là se trouve le parti de Tien-Tza. Merci. Merci Eduardo. La parole est à la salle et les réponses possibles à toute la table. Merci beaucoup. Alors moi j'aimerais déjà vous remercier pour cette intervention très intéressante et enrichissante, et j'ai hâte de regarder les contributions, et je ne peux pas évidemment m'exprimer sur les détails de cela, mais j'aimerais vous interroger sur une question plus théorique, à savoir le rapport entre un courant plutôt arendtien qu'on a évoqué hier, peut-être aussi qu'on trouve chez Étienne Tassin, une façon de penser le politique comme pluralité, comme l'agir à travers Hannah Arendt, et la pensée d'Ernesto Laclau qui a inspiré une relecture du populisme dans l'expérience politique argentine en particulier. Et donc j'aimerais savoir quelles sont les possibles diagonales de conflit éventuellement entre ces courants de pensée-là, et est-ce qu'il y a peut-être aussi une critique à faire vis-à-vis le projet populiste du kirchnerismo et les luttes plurielles qui s'articulent dans la scène politique argentine à travers une perspective plutôt arendtienne que laclauienne. Yo dejo con mucho gusto la respuesta a los compañeros arendtianos de la mesa. Non, j'allais dire que je peux, évidemment, il y a une réponse, et je peux répondre sur la courante arendtienne. Et toi, je peux répondre sur la courante arendtienne, et toi, tu peux répondre sur la courante laclauienne. Alors ? Ah, ok. Il peut le faire, mais il va pas. Non, c'est une blague qui terminait là. Francis Blanche et Pierre Dac. C'était une manière de traverser les frontières, quoi. Bon, je réfléchissais pendant que Eduardo parlait, on réfléchissait ensemble au sujet, je pense, qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on se retrouvait, et on trouvait qu'on n'était pas d'accord. Mais c'est-à-dire, on se bénéficie de cela, et je pense que, surtout quant à moi, je pense qu'Eduardo aussi et les autres, que nous avons, comment dire, profité. Ah, nous avons profité, ouais, mais plus que profité. Nous nous avons réjoui de partager un désaccord, et voilà. Mais au niveau conceptuel, je ne sais pas si c'est une réponse, ce que je vais dire, ou une boutade, mais je réfléchissais à l'instant à ces vocabulaires, à ces mots qui nous ont tant posé problème. Et peut-être ce livre est part est le résultat d'une conviction, d'une certitude qui a fait nos rencontres difficiles, c'est que les signifiants n'étaient pas vides. Ils étaient plein de choses, donc voilà. Permettez-moi de dire quelque chose, et puis je voudrais que Julia dise quelque chose aussi. Perdón, solo puedo pensar en castellano. Sí, je vais essayer de traduire Eduardo. Muy breve, muy breve. Me parece que este es un libro notoriamente, con una notoria inspiración arendtiana y si querés, ranceriana también. Me parece que si tuviera que decir cuáles son las filosofías que... Ça se comprend? Il faut traduire? Bon. Il dit que ce livre porte une forte inspiration provenant de Hannah Arendt et de Rancière. Je pense que ça, ce sont les philosophies qui inspirent la plupart des articles, des chapitres. Je ne dirais pas que c'est un livre avec une forte inspiration dans l'œuvre de Laclau, indépendamment de ce qu'elle
puisse avoir Influencé. influencé à beaucoup d'entre nous. Mais ce n'est pas un livre lacloyen, disons, en premier lieu. En deuxième lieu, je n'identifierai pas l'œuvre de Laclos avec le kirchnerisme sans beaucoup de prévention. C'est évident que le rôle public qu'Ernesto a joué dans les dernières années de son vie hacen possible esa identificación. Rendre possible cette identification. Mais je dirais que la préoccupation de Laclos pour la révision de l'œuvre de Gramsci et même pour le problème théorique du populisme est bien antérieur au kirchnerisme. Enfin, je sería prudente en ese punto, digamos, ¿no? Respecto a si una lectura arendtiana de la política podría movilizar una crítica al kirchnerismo, dejo esa respuesta a mi amiga Julia Mola, que va a responder que no. À propos de si une lecture arendtienne de la politique argentine donne lieu à une critique de la période kirchneriste, je laisse la parole à Julia Smola qui va nous dire que non. Non, et je crois que déjà, ce que je réfléchissais là tout à l'heure, c'est si, bon, ces deux auteurs que tu as posés, Arendt et Laclos, bon, s'il n'y aurait pas point de dialogue, c'est sûr qu'il y aura point de conflit, mais sur la question de fond, et c'est surtout sur la compréhension du populisme, je pense que tout l'ouvrage est très attentif et ça va rejoindre la question qui touchait Valentine tout à l'heure, parce que c'est aussi la façon d'Étienne, ça traduit une façon d'Étienne de faire des échanges. Et tout l'ouvrage fait attention à l'usage des mots. Et en fait, l'essence du signifiant vide, ça veut dire que ça peut être utilisé de différentes formes. Pas qu'il est vide, mais qu'il est appropriable par des différentes façons. Et je pense que donc, Étienne était très attentif et très respectueux de la façon dont les concepts étaient mobilisés par les champs par les différentes disciplines, mais aussi par les différents champs intellectuels qu'il rencontrait, donc par les autres. Donc voilà, on entend populisme d'une façon très très différente et aussi bon la façon dont il comprend Arendt est très conflictuelle. Même si, c'est-à-dire, il y a du conflit chez Arendt. Il le trouve, donc, et ça nous a vraiment aidé à penser les conflits qui traversent la démocratie argentine. Et française. Le temps est écoulé. Je donne brièvement la parole à Lucas Martín pour finir. Merci. Juste un petit mot pour manifester mon désaccord par rapport à la dernière réponse. Et si vous me permettez, bon, je manifeste mon désaccord, voilà.